Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui vous propose une nouvelle playlist intitulée Médecine, Art et Société. La première vidéo de cette playlist sera consacrée aux médecins fous au cinéma. Stupide et arrogant au temps de Molière, quand la médecine ignorait tout, le médecin des 19e et 20e siècles va voir son image se modifier, notamment avec les progrès de la science et plus précisément avec le scientisme qui, selon la formule d'Ernest Renan, veut organiser scientifiquement l'humanité. Même si cette science naissante va donner naissance à des modèles cinématographiques vertueux, voire sublimes, souvent d'ailleurs par le biais de récits biographiques, à l'exemple du docteur Laennec, de Cloche, du Pasteur, de Sacha Guitry, ou des films sur le docteur Schweitzer, le 7e art va surtout s'intéresser aux médecins fous et, à travers lui, à tous les grands progrès médicaux du XXe siècle, génétique, greffe, expérimentation humaine, et reprendre ainsi des mythes plus anciens de la médecine, comme celui de la vie éternelle. On peut séparer trois sortes de médecins fous. Le premier genre, dont nous allons parler, est à la base un honnête homme obsédé par ses découvertes et dépassé par elles jusqu'à la folie. Il n'a pas pour but la domination du monde, mais l'avancée de la science. Malheureusement, ses recherches tournent mal, et il se trouve rapidement dépassé par sa créature, à l'instar de Frankenstein, modèle de ce premier genre de médecin fou. Le scientifique dépassé par la science ne résume néanmoins pas le médecin fou cinématographique, parmi lesquels on trouve aussi quelques authentiques génies du mal, dont les docteurs Mabuse et Caligari sont les figures emblématiques. Mais aussi quelques psychopathes, dont la folie n'a pas plus d'explication chez eux que chez leurs patients, car ces derniers sont volontiers psychiatres, à l'instar du docteur Hannibal Lecter, personnage principal du film Le Silence des agneaux. Revenons donc à notre premier groupe et à Frankenstein, l'archétype du médecin dépassé par ses découvertes. Frankenstein, ou le Prométhée moderne, fut d'abord un roman de la jeune anglaise Mary Shelley, future épouse du poète, publié en 3 volumes à Londres en 1818 et édité en français dès 1821. Également adaptée au théâtre, la tragédie du baron Frankenstein est celle d'un savant démiurge, créateur d'un monstre incontrôlable, fabriqué à partir de pièces de cadavres humains. Il représente un mythe médical moderne, celui de la vie éternelle, tout en portant l'héritage de mythes plus anciens, comme ceux de Prométhée ou de Pygmalion. Au cinéma, la première apparition de Frankenstein date de 1910 et fut rapidement suivie d'une trentaine d'adaptations officielles, sans compter une centaine de plagiats ou d'inspirations. Parmi les incarnations les plus célèbres de la créature, citons celle de Boris Karloff en 1931 dans Frankenstein de James Whale, 1935 avec la fiancée de Frankenstein, 1939 avec le fils de Frankenstein. Enfin, en 1944, citons La Maison de Frankenstein, mélange de Frankenstein, de Dracula et de l'histoire du loup-garou, où Boris Karloff joue le rôle non plus du monstre, mais du docteur Niemann. La revanche de Frankenstein, ayant eu moins de succès au box-office que Frankenstein s'est échappé, sorti l'année précédente, du même Terence Fisher, les producteurs de la Hammer Film décidèrent de confier à Frédéric Freddy Francis la suite de ses aventures avec L'Empreinte de Frankenstein en 1964. Autre adaptation, celle de Kenneth Branagh avec Robert De Niro en 1994, produite par Coppola. Le cinéma français a livré sa propre parodie avec Frankenstein 1990 d'Alain Gessua, avec Jean Rochefort et Eddie Mitchell en 1984. Le personnage a même connu des déclinaisons comiques, avec Denis Gault contre Frankenstein en 1948, et bien sûr et surtout Frankenstein Jr. de Mel Brooks en 1974. Mais le thème de Frankenstein a aussi connu des versions érotiques, Lady Frankenstein, cet obsédé sexuel, en 1971, un film italien, et Les expériences érotiques de Frankenstein, film américain de 1972. Ce mythe de l'immortalité évoqué dans les films de Frankenstein, et symbolisé ici par la fontaine de Jouvence, s'adapte merveilleusement aux divers progrès et dérives de la science, et Frankenstein est un peu pour cette raison le père d'innombrables médecins fous cinématographiques.
Ces héritiers de Frankenstein que nous allons voir traitent chacun d'un domaine spécifique de la médecine moderne, jouant des craintes et de l'angoisse que soulèvent les avancées de la science dans des domaines de la génétique, de la chirurgie, notamment des greffes, et des expériences en tout genre. L'image cinématographique du médecin fou sert aussi à dénoncer le caractère utopique et dangereux d'une science qui, à l'instar de l'ordinateur Karl de l'Odyssée de Kubrick, exclut l'homme de la maîtrise de sa destinée. Heureusement, la fin systématiquement tragique de ce type de médecin fou au cinéma montre qu'un scientisme irréfléchi est voué à l'échec. On retrouve cette folie dans la définition que Claude Bernard nous donne du physiologiste obsédé par ses recherches dans son introduction à la médecine expérimentale. Il y écrit « Le physiologiste n'est pas un homme du monde, c'est un savant. C'est un homme qui est saisi et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit. Il n'entend plus les cris des animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée et n'aperçoit que des organismes qui lui cachent des phénomènes qu'il veut découvrir. » Contemporain de Claude Bernard, Herbert George Wells livre une version cauchemardesque de cette médecine expérimentale en 1896 dans L'île du docteur Moreau. Wells est un auteur britannique prolifique, à qui l'on doit notamment des classiques tels que La guerre des mondes, L'homme invisible ou encore La machine à remonter le temps, autant de livres qui vont inspirer les cinéastes. Son roman, The Island of Dr. Moreau, dont il existe de très nombreuses traductions françaises, mais aussi allemandes, espagnoles, japonaises, débute lorsque Edward Prendick, naufragé du lait divin, est recueilli par un dénommé Montgomery et ses compagnons d'infortune, aussi difformes qu'effrayants. Prendick suit son sauveur sur une étrange île, où il va faire la connaissance du docteur Moreau, éminent savant, qui fut jadis radié de l'ordre des médecins de sa Grande-Bretagne natale. L'honneur de la profession est ainsi sauvegardé, mais celui de l'Angleterre aussi, car, vous l'avez remarqué, le diabolique médecin porte un nom français. Celui-ci s'adonne à d'odieuses mais sincères expériences sur des animaux, tentant, avec plus ou moins de succès, d'élever ces derniers au rang ultime de la perfection humaine, celui d'être humain. Comme souvent, l'utilisation de la fiction n'est qu'un prétexte à la critique de l'époque, en l'occurrence pour Wells, les théories darwinistes, mais surtout leur application sociale, censée justifier le rôle tenu par la haute société anglaise. De plus, Wells va publier L'île du docteur Moreau à une époque où l'Angleterre est le théâtre de débats houleux sur la question de l'abolition de la vivisection. Ce roman et les films qui s'en inspireront s'adressaient en fait à tous ceux qui étaient convaincus que les progrès de la science n'autorisaient pas l'homme à se prendre pour Dieu, ce que Jean Rostand traduira par cette phrase « La science a fait de nous des dieux avant que nous méritions d'être des hommes ». L'ouvrage de Wells a connu une quinzaine d'adaptations au cinéma, plus ou moins officielles. La première en 1933 par Earl Kenton avec Charles Laughton, la meilleure avec Burt Lancaster et Michael York en 1977, et la dernière, la plus connue, en 1996, avec Marlon Brando dans le rôle titre et Val Kilmer. À noter une version envisagée en 2013 par Netflix, où Lee Shipman et Brian McGreevy, auteurs de la série Hemlock Grove, se seraient chargés de moderniser ce classique de la littérature en tentant d'y insuffler un message écologique cher à Leonardo DiCaprio, impliqué dans la production. Ceci semble être resté à l'état de projet. À quelques variantes près, chacun de ces films suit un déroulement à la Frankenstein. Le docteur Moreau se livre à des expériences dans les profondeurs de son île exotique, loin de toute instance médicale. Souhaitant initialement faire progresser la science, il crée des êtres hybrides, chirurgicalement, dans les premières versions, puis en combinant ADN humain et animal dans celle de Frankenheimer. Le titre japonais de la version de 1996, avec Brando, était d'ailleurs DNA. Cette version fut en effet réalisée bien avant la première FIV, qui date de 1978, et également avant les premières expériences de clonage qui aboutiront l'année suivante à la naissance de la brebis Dolly. Suivront bien sûr les séquençages du génome humain en 2003 et aujourd'hui les résultats encourageants de la thérapie génique qui inspirent tant les scénaristes.
Mais victime du pouvoir acquis par cette science mal maîtrisée, Moreau réduit ces créatures en esclavage et règne sur elles en maître absolu. Syndrome de Frankenstein oblige, il sera finalement assassiné par un de ces monstres, incapable de contrôler ses pulsions animales. À signaler sur ce thème, The Island of Dr. Agor, un court-métrage américain d'animation de 1971 de Tim Burton, alors âgé de 13 ans. Le docteur Moreau va, comme Frankenstein, inspirer de nombreux savants fous au cinéma, comme l'effrayant docteur Hijikata de Teruo Ishii, film japonais de 1969. Être difforme, le docteur Hijikata, alter ego asiatique du docteur Moreau, vit lui aussi sur une île déserte et rêve de transformer ses congénères à son image. Citons aussi les médecins de Snake de 1973 et ceux de Splice de 2009 avec Adrian Brody qui reprennent à leur compte ces idées d'hybridation d'ADN animal et humain. Tandis que le médecin dément de l'île de Sang innove en injectant de l'ADN végétal à de malheureux cobayes qui se transforment en zombies chlorophylliens. Sans oublier, sur un thème qui s'en rapproche, les généticiens futuristes d'Alien Résurrection de Genet, avec le génial Brad Dourif dans le rôle du docteur Jediman, et ceux d'Avatar, qui parviennent à incorporer des gènes extraterrestres à des sujets humains. En 1911, Hans Evers avait anticipé la technique de la FIV dans sa nouvelle Alrone, adaptée 5 fois au cinéma, dont ses 2 versions de 1932 et de 1952, traduite en français par la Mandragore, et dans laquelle un professeur, joué par Eric von Stroheim, crée le premier bébé éprouvette. Mais une fois devenu adulte, l'enfant se révèle dépourvu d'âme et de morale et cause logiquement la ruine de son père symbolique. 27 ans avant la première FIV, ce film anticipe la peur de l'inconnu que cette découverte va entraîner dans la population. Le film Embryo de 1976 s'intéresse à l'expérimentation sur l'embryon. Dans le sous-sol de sa maison, un scientifique met au point un procédé permettant d'accélérer la croissance d'un embryon in vitro. Après l'avoir testé sur un chien, il injecte le produit à un embryon humain. De sexe féminin, le sujet, joué par Barbara Carrera, passe en quelques jours au stade adulte et développe des penchants homicides. Elle se retourne donc logiquement contre son créateur. Le clonage est un autre sujet d'inquiétude dans l'esprit du public et donc du milieu cinématographique. Interdit en France, le clonage humain ne l'est pas au cinéma et va inspirer quelques médecins bien fous. Ces garçons qui venaient du Brésil, film anglo-américain réalisé par Franklin Schaffner, sorti en 1978 d'après le roman éponyme d'Ira Levin, imaginent ainsi que le docteur Joseph Mengele, sous les traits de Gregory Peck, poursuit ses travaux après sa fuite en Amérique du Sud. Mengele, ancien médecin d'Auschwitz, connu pour des expériences pseudo-médicales qu'il effectua sur des prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, se retrouve dans ce film à la tête d'une conspiration qui a pour but de créer des clones d'Adolf Hitler en prévision d'un futur Quatrième Reich. Mais Mengele verra ses plans contrariés par un chasseur de nazis joué par Laurence Olivier. Ce film, qui aborde en plus le thème de la place de l'inné et de l'acquis dans l'évolution de la personnalité, témoigne de l'inspiration des médecins du Troisième Reich dans la définition du médecin fou et dont nous verrons quelques autres exemples. Nettement plus versé dans la science-fiction, À l'aube du 6e jour de Roger Spottiswoode montre également le clonage humain sous un jour menaçant. Entre les mains d'industriels peu scrupuleux, il devient un outil de domination du monde. Heureusement, Arnold Schwarzenegger et son double sont là pour déjouer le complot. Il est également question de clonage dans The Island, film américain de science-fiction réalisé par Michael Bay, sorti en 2005. L'histoire se passe en 2019. Lincoln 6 Echo, Evan McGregor, et son ami Jordan 2 Delta, Scarlett Johansson, font partie des centaines de pensionnaires d'un gigantesque complexe fermé, confiné, aseptisé. Selon le docteur Merrick, joué par Sean Bean, une terrible contamination a ravagé la Terre quelques années auparavant. Une loterie appelle régulièrement quelques heureux gagnants qui reçoivent le privilège alors de quitter le complexe pour un transfert sur l'île, censé être le dernier territoire
à avoir échappé à la contamination. En fait, Lincoln découvre que lui et les survivants sont des clones de personnalités riches et célèbres et que les gagnants de la loterie meurent pour se faire prélever leurs organes. L'eugénisme, qui constitue l'aboutissement d'un génie génétique non contrôlé, visant à sélectionner un profil idéal, est évoqué par Aldous Huxley dans un roman d'anticipation écrit en 1931, Brave New World. Le titre original du roman provient de La Tempête de Shakespeare, phrase que John le Sauvage reprend souvent dans le roman. Dans la pièce de Shakespeare, la phrase est ironique et la traduction française va reprendre cette même ironie, mais en référence cette fois à la littérature française, le meilleur des mondes possibles du Candide de Voltaire. Ce roman a été adapté à 2 reprises à la télévision américaine, mais jamais au cinéma. Brave New World, téléfilm réalisé par Burt Brinckerhoff en 1980, et un autre téléfilm réalisé par Leslie Liebman et Larry Williams en 1998 avec Peter Gallagher. Une adaptation cinématographique par Ridley Scott, mettant également en vedette Leonardo DiCaprio, semble avoir été abandonnée. Dans Bienvenue à Gattaca de 1997, c'est une société entièrement basée sur le principe de l'eugénisme qui est mise en scène. On choisit son enfant grâce à un médecin qui sélectionne le génome qui correspond le plus aux désirs des futurs parents, sexe, couleur de peau, traits de personnalité. Défauts, tares, faiblesses et maladies mentales étant bien sûr éliminés. Dans cette civilisation futuriste, le génome détermine la position sociale. À la naissance, le médecin joue donc un rôle d'aiguilleur, distinguant les validés, sujets parfaits, promis aux hautes sphères, des invalidés, enfants conçus de façon naturelle, soumis à la loterie génétique, héritant alors des basses besognes. L'honneur de la profession est sauf, puisque c'est le médecin de la base, le docteur Lamar, qui permet au héros de passer outre la règle et de mener sa vie comme il l'entend. Il est également question d'eugénisme et de médecin fou dans Docteur Folamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, comédie militaire et satirique sortie en 1964 et réalisée par Stanley Kubrick d'après le thriller Red Alert écrit par Peter George sous le pseudonyme de Peter Bryant. L'histoire se déroule en pleine guerre froide. Devant un potentiel risque nucléaire mondial, le docteur Folamour, l'excellent Peter Sellers, qui interprète 2 autres rôles dans le film, scientifique transfuge nostalgique du régime nazi, qui a décidément fourni de belles inspirations pour les médecins fous, propose en effet de sauver l'espèce humaine en sélectionnant les meilleurs éléments pour les emmener vivre sous terre. La greffe est un autre sujet scientifique dont le 7e art s'est emparé. Ce thème est abordé dans une 50aine de films environ, dont plus d'une 12aine avec comme protagoniste un chirurgien dérangé. Ces films, thrillers ou films d'horreur, sont alors surtout un moyen d'explorer le problème de l'identité, raison pour laquelle les greffes cinématographiques par des chirurgiens fous concernent principalement les organes des sens, le visage, avec la série des Chéri Bibi, tirée du roman de Gaston Leroux, ou Les yeux sans visage, le film de Franju de 1959. Mais aussi les mains, avec le classique Les mains d'Orlac, ou les globes oculaires, comme dans Minority Report. Voire la tête en entier, comme dans La femme nue et Satan, de Victor Trivas, avec Michel Simon. Alors que les greffes de foie ou de rein, les plus fréquentes dans la vraie vie, sont abordées dans d'autres genres cinématographiques comme le drame, à l'exemple de Réparer les vivants, d'après le roman de Mélisse de Kerangal. Ce vaste sujet de la greffe au cinéma sera le thème d'une autre vidéo d'Histomed dans la playlist Médecine, Art et Société. Citons une variante sur le thème des déviances de la chirurgie par des médecins fous avec Le récupérateur de cadavres de Robert Wise, film de 1945, avec Boris Karloff et Bela Lugosi, le célèbre interprète de Dracula. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle The Body Snatcher de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, publiée en décembre 1884. Le docteur Mark Farlane et son assistant font en effet appel à des voleurs de cadavres frais pour leur cours d'anatomie.
Mais lassés de manier la pelle, les bandits auxquels ils font appel trouvent une solution moins fatigante pour se procurer des corps, l'assassinat. Heureux de bénéficier d'une livraison régulière, le docteur ferme les yeux sur la provenance des cadavres. L'histoire s'inspire en fait d'un fait divers réel qui secoua Édimbourg dans les années 1830 et dans lequel fut impliqué le docteur Robert Knox, célèbre anatomiste écossais. Ce film connut plusieurs remakes, dont L'impasse aux violences avec Peter Cushing en 1959 ou Le docteur et les assassins avec Timothy Dalton en 1985. Ce sont aussi des patients bien vivants qu'enlève l'ambulance pour le compte d'un endocrinologue fou désirant trouver un remède contre le diabète. Même scénario dans Mesures d'urgence de 1996 avec Gene Hackman et Hugh Grant. Les médecins d'anatomie retracent l'histoire de Paula, une ambitieuse étudiante en médecine qui suit le prestigieux cours d'anatomie du professeur Grombeck de l'université d'Heidelberg. Elle découvre que l'université est le théâtre de pratiques étranges ne pouvant être étalées au grand jour. Les médecins de martyrs et de pathologie, deux films de 2008, séquestrent également des innocents, mais dans un but encore plus sombre, la vivisection. Chirurgie, toujours réalisée par des médecins fous, avec The Human Centipede, First Sequence, film d'horreur néerlandais, écrit, produit et réalisé par Tom Six en 2009. L'histoire est celle du Dr Heiter, chirurgien allemand renommé, qui enlève 3 touristes pour les joindre l'un à l'autre par la bouche et l'anus, afin de former un mille-pattes humain. Pour trouver des investisseurs potentiels, Six n'a pas entièrement dévoilé son scénario, et les coproducteurs ne le découvrirent que lorsque le film fut entièrement réalisé. Cela ne semble pas les avoir refroidis, car The Human Centipede 2 sorti en noir et blanc en 2011. Dans ce film, un gardien de parking veut reproduire les exploits du Dr Heiter. Dans Autopsie, film d'horreur américain d'Adam Gisrach, sorti en 2008, une bande d'adolescents renverse un homme apparu de nulle part. Une ambulance arrive et propose de les emmener pour s'assurer qu'ils ne sont pas blessés. Mais le docteur David Benway, joué par Robert Patrick, a une manière étrange de les examiner. Les progrès de la science moderne fournissent autant de sujets de scénarios de films dans lesquels le médecin, plein de bonne volonté au départ, est parfois dépassé par ses recherches, que ce soit pour changer l'aspect des humains, dont l'imperfection saute aux yeux, à l'exemple de Robocop, et aussi pour rendre la vie éternelle. Cette recherche de la vie éternelle est un sujet d'expérimentation sur lequel se sont naturellement penchés de nombreux médecins, pas tout à fait normaux, les progrès de la médecine étant pas moins motivés par cette quête. Parmi ces derniers, le docteur De Villers, joué par Alain Delon dans Traitement de choc de 1972, tient une clinique dont les riches patients demeurent éternellement jeunes grâce à un élixir de jouvence obtenu en prélevant des organes sur des domestiques portugais. En filigrane, il s'agit d'une version gore de la lutte des classes, une critique de la société où des riches prospèrent en buvant littéralement le sang des pauvres. Dans Les Prédateurs de Tony Scott, le sang est doté de vertus de l'ambroisie. Une vampire millénaire, jouée par Catherine Deneuve, transmet son immortalité à une médecin spécialisée dans le vieillissement, jouée par Suzanne Sarandon. Crank, le médecin fou de la Cité des enfants perdus, de Genet et Caro, emploie pour sa part un moyen fort original. Incapable de rêver lui-même, il vole les songes des jeunes enfants grâce à une machine, dans l'espoir de stopper le processus de vieillissement. Mais il ne récolte que leurs cauchemars. La vie éternelle peut aussi s'envisager grâce à la résurrection des morts. Vaste programme pour quelques médecins pas tout à fait sains d'esprit. Le trompe-la-mort le plus doué du cinéma est sans doute le docteur Herbert West dans la saga des Réanimateurs, entre 1985 et 2008, puisqu'il fut l'inventeur d'un sérum vert fluorescent capable de ramener les cadavres à la vie. West n'est cependant pas le pionnier de la résurrection des cadavres. En dehors de Jésus, hors concours, 40 ans avant lui, citons ses confrères des films Le mort qui marche, de 1936, et The Man They Could Not Hang, tous deux avec Boris Karloff, qui avait mis au point des produits aux effets comparables que le sérum de West.
La technologie de la résurrection intéresse forcément les médecins de l'armée qui voient là un bon moyen de renvoyer au front des troupes tombées au combat, tels les soldats cyborgs d'Universal Soldier de 1992, interprétés par les inoubliables Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Inventeur génial, le médecin fou est aussi capable de modifier la structure du corps humain à sa guise. Il peut le rétrécir à de sombres fins, comme dans Les Poupées du Diable de Todd Browning de 1936, ou dans Dr Cyclope de 1940, ou encore dans La Révolte des poupées de 1958. Voire il peut le rendre transparent, adaptant alors le célèbre roman L'Homme invisible de Wells, déjà évoqué. Si l'adaptation cinématographique par John Carpenter, Les Aventures d'un homme invisible de 1992, le transforme en héros sympathique, le personnage d'origine profitait clairement des avantages de son invisibilité pour assouvir des pulsions criminelles, voyeurisme, viol, meurtre, comme le montrent des adaptations plus fidèles au roman, comme L'Homme invisible de 1933 ou L'Homme sans ombre, film américain de l'an 2000. Cas particulier de médecin expérimentateur fou, avec L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, une nouvelle écrite par Robert Louis Stevenson et publiée en janvier 1886. Il s'agit en fait d'une réécriture, le premier manuscrit ayant été détruit par l'épouse de l'auteur, qui le considérait comme un cahier plein de foutaises. L'œuvre, qui compta aussi de très nombreuses éditions, raconte l'histoire d'un notaire qui enquête sur le lien étrange entre Edward Hyde et le docteur Henry Jekyll. Ce dernier, philanthrope obsédé par sa double personnalité, a mis au point une drogue pour séparer son beau côté de son mauvais côté. C'est ce dernier qui, nuit après nuit, va prendre finalement le dessus et le transformer en monstrueux Monsieur Hyde, être simiesque et maléfique, mu par des pulsions primitives. Après avoir semé malheur et désolation, Jekyll se suicide dans un moment de lucidité. Seulement 20 ans après son écriture, en 1986, le cinéma va s'intéresser à ce dédoublement de personnalité avec le film Dr Jekyll et Mr Hyde en 1908. Hélas, il n'existe plus de copie de ce film muet américain réalisé par Otis Turner. Parmi la quinzaine d'autres versions, dont 4 muettes, les plus célèbres sont celles de 1920 avec John Barrymore, celle de Rouben Mamoulian avec Marsh en 1931 et surtout celle de 1941 de Victor Fleming avec Spencer Tracy. Les 2 visages du Dr Jekyll de 1960 furent réalisés par Terence Fisher avec Paul Massey dans le rôle du Dr Jekyll et Christopher Lee. Dr Jekyll and Sister Hyde, film d'horreur britannique de 1971, réalisé par Roy Ward Baker, est également basé sur la nouvelle de Stevenson, mais Jekyll s'y transforme en femme. Cette version, où l'on retrouve les acteurs Ralph Bates et Martin Benswick, intègre également l'histoire de Jack l'Éventreur. N'oublions pas l'interprétation de Michael Caine pour la télévision et celle d'Anthony Perkins dans une version érotico-kitsch de 1989, Edge of Sanity. Ou bien encore le film Mary Reilly, sorti en 1996, où John Malkovich interprète aux côtés de Julia Roberts les 2 rôles dans un film américain réalisé par Stephen Frears. Notons d'autres déclinaisons hétéroclites sur ce même thème. Comique, bien sûr, avec Dr Jerry et Mr Love, comédie américaine écrite et réalisée par Jerry Lewis, sortie en 1963. Jerry Lewis y joue le rôle de Julius Kelp, professeur timide de chimie, au physique peu avantageux, mais aux brillantes capacités intellectuelles. Pour les beaux yeux de Stella, une étudiante dont il est secrètement amoureux, il décide de faire appel à ses connaissances en chimie pour inventer un élixir qui le transformerait en homme séduisant. Il réussit au-delà de toute espérance et se métamorphose en Mr Love, un playboy séducteur mais égocentrique, cynique et macho. Autre variante comique, avec 2 nigauds contre le Dr Jekyll et Mr Hyde de Charles Lamont, film américain de 1953, ou le film britannique de 1959, intitulé Le vilain petit canard. Sans oublier là aussi des versions érotiques ou carrément pornographiques,
comme Dr Sexual et Mr Hyde de 1971, The Erotic Dr Jekyll en 1975 et Dr Jekyll et Mistress Hyde, film américain réalisé par Tony Marsiglia en 2003. Nous n'oublions pas non plus la version super-héroïque avec la saga des Hulk, née des expériences du Dr David Banner, menées sur lui-même et sur son fils Bruce. Toutes ces versions se concluent par une même morale. La mort du savant constitue une juste revanche de la nature outragée, comme l'annonce un panneau-titre dans la version de 1920 avec John Barrymore. Et outre la critique d'une science déraisonnée que nous abordons avec ces personnages de médecins atteints par la folie, l'histoire de Jekyll et Hyde comporte d'autres degrés de lecture. Elle peut se lire comme une nouvelle d'épouvante, genre dans lequel elle est considérée d'ailleurs comme une œuvre majeure, s'appuyant sur une écriture remarquable et une intrigue très riche, mais on peut également l'interpréter comme une œuvre sur le dédoublement de la personnalité ou sur les notions sur l'inconscient décrites depuis peu par la psychanalyse naissante. Cette œuvre est également une allégorie sur la tendance victorienne à l'hypocrisie sociale, toujours bien ancrée chez les habitants de la perfide Albion. Tout au long de son œuvre, le réalisateur canadien David Cronenberg s'est intéressé à l'influence de la médecine et de la maladie sur le corps humain avec quelques beaux spécimens de médecins expérimentateurs fous. Dans Chromosome 3, film de 1979, un psychiatre se fait l'apôtre de la psychoplasmique, branche imaginaire d'une discipline s'appliquant à transformer les troubles mentaux des patients en manifestations physiques. L'angoisse devient ainsi une pustule, la dépression un ulcère, réaction banale, mais aussi moins classique, le cas d'une mère particulièrement torturée, à l'origine d'un enfant mutant et assassin. 2 ans plus tard, l'éphémérol, médicament administré pendant la grossesse, transforme les enfants en scanners, c'est-à-dire en individus dotés de pouvoirs télépathiques particulièrement dangereux. Le médecin inventeur de la substance en fera logiquement les frais dans une scène extrêmement sanglante. En 1986 sort le film le plus célèbre de son auteur, La Mouche, classique du cinéma d'horreur. Dans un registre proche de la transformation de Kafka, il traite du sort funeste du Dr Brundle, joué par Jeff Goldblum, chercheur en téléportation, qui, au cours d'un essai, fusionne accidentellement son ADN avec celui d'une mouche. Au cours d'une lente et horrible mutation, Brundle se transforme alors en un être inédit, mi-homme, mi-insecte. Durant ce processus, le savant perd peu à peu son humanité, tant sur le plan physique que mental. Son sort constitue une métaphore de la maladie, mais également de la dépersonnalisation du chercheur qui se laisserait dévorer par son travail. Ce film était en fait un remake de La Mouche Noire, réalisé par Kurt Neumann en 1958, inspiré d'une nouvelle de George Langland, La Mouche. Edward Byrne avait d'ailleurs réalisé une suite à ce film intitulé Le Retour de la Mouche, sorti en 1959, avec toujours en vedette Vincent Price. L'autre grand type de médecin fou au cinéma que nous allons voir est le génie du mal. Je vous renvoie ici à la thèse du docteur Parisot, passé en 2011 à Marseille, le médecin en tant qu'icône populaire dans les fictions cinématographiques et télévisuelles dont je me suis inspiré, mais également la thèse de Coralie Bureau-Iniesta, influence de la représentation cinématographique et télévisuelle du médecin à l'écran sur la relation médecin-malade, passée en 2015. Contrairement au précédent, ce type de médecin œuvre dans le but de dominer ses semblables et accessoirement le monde entier. Il apparaît pour la première fois dans le cinéma expressionniste allemand par l'intermédiaire de 2 personnages passés à la postérité, les docteurs Caligari et Mabuse. Le cabinet du docteur Caligari, film de 1920, rapporte l'histoire d'un psychiatre sociopathe qui commet des meurtres par procuration puisqu'il hypnotise ses patients et les manipule comme des marionnettes. Parisot y voit une métaphore d'une relation médecin-malade pathologique puisque Caligari domine totalement son patient dont le libre arbitre est anéanti. Il note par ailleurs la similitude de Caligari avec les ogres terrifiants des contes de fées,
chapeau haute forme noire, sourcils broussailleux, regard perçant, visage sévère, silhouette ventripotente et démarche lente. Cette image est décuplée par l'interprétation théâtrale de l'acteur, ainsi que par l'éclairage, jouant sur les ombres projetées, et les décors aussi torturés que l'esprit du personnage. Plus qu'une critique du seul autoritarisme médical, Caligari incarne aussi la rigueur sociopolitique qui régnait dans l'Allemagne de l'époque, laissée exsangue par le traité de Versailles. Fritz Lang, qui avait collaboré à la création du docteur Caligari, ce qui explique la ressemblance thématique et plastique entre les deux films, mit en scène Dr Mabuse, le joueur, 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1922. Médecin de renom, Mabuse, dont le nom est d'ailleurs devenu synonyme de médecin diabolique, mène une double vie. Criminel aux 1000 visages, champion de la manipulation et maître de l'hypnose, il sème le chaos dans la haute société berlinoise. Le titre de la première partie du film, Le joueur, une image de notre temps, révèle les intentions de Lang. Le docteur Mabuse, qui appartient à la classe des notables, incarne la corruption qui gangrénait l'Allemagne de la République de Weimar. Le personnage, figure insaisissable et protéiforme, que même la mort ne peut arrêter, est interprété par le docteur Parisot comme un mal profond mais nécessaire, revers inévitable de la civilisation occidentale. Fritz Lang consacrera 2 autres films à ce médecin peu recommandable, Le Testament du docteur Mabuse en 1933 et Le diabolique docteur Mabuse, film américain de 1961. Le Testament constitue une virulente critique du régime nazi qui obligea Lang à fuir aux États-Unis. L'âme des hommes doit être remplie d'angoisse par des crimes inexplicables, en apparence absurdes. Des crimes qui ne profitent à personne, qui n'ont qu'un but, répandre la terreur et la peur. Car le but ultime du crime est de préparer l'empire absolu du crime. Un état d'incertitude et d'anarchie fondé sur la destruction des idéaux d'un monde voué à la ruine. L'analogie avec les méthodes du Parti national-socialiste, alors en pleine montée en puissance, est on ne peut plus claire. Elle pourrait d'ailleurs s'appliquer au terrorisme actuel. Fritz Lang reconnut, à travers Mabuse, avoir voulu montrer comme une parabole les méthodes terroristes d'Hitler et, au-delà de la critique locale, illustrer le versant sombre du surhomme de Nietzsche. Logiquement, le film fut interdit par le régime nazi. Mabuse apparaît dans une dizaine de films, dont Dr Mabuse et le rayon de la mort, L'invisible Dr Mabuse, Dr Mabuse, sans oublier le Dr M de Claude Chabrol en 1990. Le succès de cette figure archétypale du mal tend à prouver qu'au-delà de la critique de l'Allemagne des années 20, le personnage touche à l'universel en évoquant le malaise qui ronge toute civilisation décadente. Quoi de plus naturel donc pour Parisot de prendre un médecin pour la représenter? Mais Mabuse ou Caligari ne symbolise pas réellement le corps médical, mais plutôt la pathologie quand il incarne ce malaise dans la civilisation, cette corruption rampante, ce véritable cancer sociétal qu'était le national-socialisme à l'époque et qu'est le terrorisme actuel. Metropolis, film expressionniste de science-fiction allemand, également réalisé par Fritz Lang, produit en 1927 pendant la courte période de la République de Weimar, fournit un autre exemple de savant fou au cinéma. Rodwang, interprété par Rudolf Klein-Rogge, qui prêta ses traits à Mabuse, est maître de pouvoirs scientifiques presque mythiques, mais il est l'esclave de ses désirs de pouvoir et de vengeance. Son aspect physique a aussi une influence. Ses cheveux en broussailles, ses yeux écarquillés, son regard halluciné, l'archétype du savant fou à l'écran. Même son bras droit mécanique qui le rattache à la mythologie des maîtres du feu et des forgerons, d'Héphaïstos à Odin, est devenu un exemple de science détournée que l'on retrouve aussi dans Le Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Suivant l'exemple de Frankenstein, Rodwang se prend pour Dieu et crée un robot humanoïde féminin qui le conduira bien sûr à sa perte. Le laboratoire de Rodwang, où l'on retrouve pêle-mêle des arcs électriques, des appareils en ébullition et des tableaux de cadran et de contrôle, a influencé les décors de nombreux films comme Blade Runner ou Dark City. Autre génie du mal, pendant asiatique de Mabuse, le docteur Fu Manchu est un personnage de fiction inventé en 1912 par Sax Rohmer dans une série de romans.
Après de premières aventures littéraires, il apparaît sur grand écran dans The Mysterious Dr. Fu Manchu en 1929. Son allure, ses yeux félins et maléfiques, sa chemise ample, sa longue moustache, ses doigts squelettiques aux ongles acérés en a fait un personnage aisément reconnaissable. Mais ses traits asiatiques ostentatoires lui valurent de vives critiques. Il fut accusé de véhiculer le stéréotype xénophobe du péril jaune, alors en cours en Occident. Avec le temps, cet aspect s'est estompé. Fu Manchu fait partie désormais de la culture populaire, apparaissant aussi bien dans la BD que dans la chanson, et sa moustache est même devenue une référence capillaire. On retrouve le personnage de Fu Manchu dans de nombreux films, incarnés devinez par qui? Boris Karloff, comme ici, ou Christopher Lee, comme là. Mais contrairement à ses confrères allemands, Mabuse ou Caligari, Fu Manchu s'emploie à la domination du monde, non dans un but idéologique, mais strictement personnel. Bien que sa spécialité exacte demeure inconnue, comme c'est souvent le cas des génies du mal, souvent esprit universel, à la fois physicien, chimiste et médecin, Fu Manchu est volontiers rattaché à la profession médicale, maniant le bistouri à l'occasion. Loin de la subtilité du docteur Mabuse, Fu Manchu use de procédés farfelus pour parvenir à ses fins. Murs bardés de pics qui se rapprochent inexorablement, serpents gérants, et s'entoure de sbires pour le moins étranges, indigènes fanatiques, assassins mystiques, etc. Également très narcissique, point commun à de nombreux génies du mal, et pas seulement médecins, il s'octroie pour siège un trône de monarque. Au cinéma, de nombreux héros vont affronter un scientifique malveillant inspiré de Fu Manchu, que ce soit Dick Tracy, Superman ou Santo, le catcheur mexicain. Sans oublier bien sûr James Bond, opposé au Dr No. Malgré leurs similitudes, le roman de Ian Fleming et le film comportent quelques différences notables, notamment en ce qui concerne le personnage principal du médecin fou. Dans le roman de 1958, Julius Snow suit des études de médecine à Milwaukee, dans le Wisconsin, après un long séjour à l'hôpital à la suite de l'amputation de ses mains par un gang. On ne sait pas s'il va jusqu'au bout de ses études, mais il obtient un titre de docteur, et depuis il se fait donc appeler docteur Julius No. Suite à l'amputation de ses mains, il porte des prothèses en métal, qui, à mon avis, vous rappellent quelque chose. Porté au cinéma en 1962, dans le premier d'une longue série de James Bond avec Sean Connery, Julius No devient un brillant scientifique, spécialisé dans radioactivité, ce qui lui coûte les mains, remplacées par des prothèses métalliques. Ses mains en métal le dotent d'une grande force, suffisante pour écraser des objets plutôt durs, mais il manque de dextérité et cela causera bien sûr sa perte. La parodie de Bond avec Austin Powers est un film américain de Jay Roach, sorti en 1997. Il s'agit là aussi du premier volet d'une longue série, avec Mike Myers qui interprète les deux rôles principaux. L'histoire d'un photographe de mode le jour et agent secret la nuit, qui voyage dans le temps afin de poursuivre son ennemi juré, le docteur d'enfer, docteur Terreur au Québec, docteur Evil dans la version originale, autre exemple de médecin fou génie du mal. Mentionnons également l'intérêt de Claude Chabrol pour le personnage, avec Marie Chantal contre Dr K de 1965. Dernier modèle de médecin fou, le médecin serial killer, ou assassin psychopathe. Nous excluons volontairement de cette liste le médecin assassin par appât du gain, dont l'histoire de la médecine compte un triste exemple avec le docteur Petiot, surnommé docteur Satan par la presse de l'époque, même s'il ne faut pas avoir toute sa tête pour assassiner 63 personnes. Nous n'envisagerons ici que l'assassin psychopathe, dont la star incontestée au cinéma est indéniablement le docteur Hannibal Lecter, psychiatre renommé et cannibale, auquel le sir Anthony Hopkins a prêté son sourire énigmatique. Quinquagénaire cultivé, Lecter est, comme Mabuse, parfaitement adapté à la haute société, mais il prend un malin plaisir à assassiner de sang-froid, puis à dévorer quiconque le contrarie, à commencer par ses patients. Le film est adapté d'un roman de Thomas Harris. Le personnage est apparu de nombreuses fois à l'écran depuis, notamment dans Manhunter, Le Sixième Sens, film de Michael Mann de 1986, où Brian Cox incarne alors le célèbre cannibale. Mais c'est particulièrement Le Silence des agneaux de 1991, succès commercial et critique avec 5 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Anthony Hopkins, qui a rendu le personnage célèbre, et que l'on retrouve d'ailleurs dans une série télévisée.
mais également dans des remakes, suites ou préquels. Malgré sa monstruosité, le grand public plébiscite le Dr Lecter depuis presque 30 ans. Quelle raison avancer pour expliquer cette sympathie, hormis son prestigieux titre de docteur? Parizeau fait remarquer que le film donne au personnage un rôle d'anti-héros à l'humour cinglant. Plus malin que les policiers qui le traquent, il a constamment un coup d'avance sur ses adversaires. En outre, il ne tue pas au hasard ses victimes, étant généralement présentées sous un jour antipathique, ce qui ferait presque passer ce médecin cannibale pour un justicier aux yeux du spectateur. Un peu à la manière de Dexter, qui n'est pas médecin mais qui, criminologue et biologiste spécialisé dans les projections sanguines, s'en rapproche. Que ce soit avec Lecter ou Dexter, le spectateur s'identifie non pas à la victime, mais à l'assassin. Enfin, Parizeau souligne les vertus cathartiques dans l'image d'un médecin qui dévore ses patients. Hannibal Lecter personnifie, selon lui, un corps médical cannibale dont la nourriture ne serait autre que le malade. La déshumanisation du système de soins est en effet souvent pointée du doigt par les patients qui ont l'impression d'être abaissés au rang de marchandises, de matières premières. Mais il est important de noter que Lecter, comme Dexter, s'attaque uniquement aux patients mauvais, fautifs, ceux qu'il convient de punir, à la manière d'un ogre de conte de fées qui épargnerait les enfants sages. Nul doute que le spectateur patient, vous, moi, ne nous considérons pas au rang des fautifs et ne craignons donc rien. Ce personnage d'Hannibal Lecter, très populaire, est en fait l'héritier de confrères criminels plus anciens, tels le Dr X de 1932 ou l'abominable Dr Phoebus de 1971, film dont l'action se déroule en Angleterre dans les années 30. Ancienne vedette de music-hall, le Dr Phoebe veut se venger des chirurgiens qu'il considère comme responsables de la mort de sa femme, survenue au cours d'une opération. Assisté par une jeune femme énigmatique, il met en scène une série de meurtres spectaculaires pour punir les coupables. La première victime ainsi est tuée par des piqûres d'un essaim d'abeilles, la seconde déchiquetée par des chauves-souris, le docteur Hargrave a la tête écrasée par un masque diabolique en forme de grenouille, le docteur Longstreet est retrouvé intégralement vidé de son sang. Tous ces crimes, nous l'avons remarqué, sont copiés sur les plaies d'Égypte dont parle la Bible. Autre psychiatre criminel apparu à la même époque que Lecter, le docteur Elliot de Pulsion de 1981, interprété par Michael Caine, qui, à la manière de Norman Bates dans Psychose, film de 1960, revêt une perruque blonde et assassine sa patiente après que celle-ci lui ait avoué son désir. Dans From Hell, c'est le médecin de la cour d'Angleterre en personne qui se révèle être Jacques l'Éventreur, figure séminale du tueur en série. La raison de ces meurtres, préserver la monarchie. Une manière pour Parizeau de montrer l'attachement du médecin à son statut de notable. Le chirurgien anglais William Gull fut d'ailleurs soupçonné d'être Jacques l'Éventreur. Nos confrères dentistes ne sont pas épargnés par la folie criminelle. La séquence de Marathon Man, film de 1976 où le docteur Zell, joué par Laurence Olivier, ancien criminel nazi lui aussi, inspiré de Mengele, torture le personnage de Dustin Hoffman, fait partie des scènes les plus célèbres du cinéma. Le Dentiste 1 et 2, film américain de 1996 et de 1998, illustre cette peur de la roulette à travers un arracheur de dents qui officie sans anesthésie et assassine au passage ses patients. À l'inverse du savant fou, le médecin assassin ne subit pas un châtiment, mais il l'exécute. Le docteur Lecter, le docteur Phoebus ou le docteur Elliot, voire le docteur Vanacute de la Maison de l'Horreur, film de 1989, commettent par exemple leurs crimes au nom d'une certaine morale, certes propre à leur esprit dérangé, punissant uniquement ceux qu'ils considèrent comme des pécheurs. Ils sont le bourreau venu sanctionner une faute. Au lieu d'être une figure protectrice recherchant la santé, le médecin assassin épouse ici les caractéristiques de la maladie-punition, devenant dès lors la peste d'un Apollon moderne. Tout comme ses confrères évoqués plus haut, il incarne également le caractère invasif de l'acte chirurgical. Le bistouri ne sert plus à réparer un organe, mais à retirer la vie. La roulette du dentiste ne sert qu'à provoquer la douleur. Le médecin ne protège plus son patient, mais le taille en pièces, parfois littéralement, le meilleur exemple étant encore une fois l'anthropophage Dr Lecter. Moins riche de sens, de nombreux médecins assassins du 7e art ont en revanche des motivations bassement matérielles,
tuant par appât du gain, exemple avec 7 morts sur ordonnance, ou Bistouri, la mafia blanche, ou par vengeance, dans American Mary, par protection de leurs privilèges, From Hell, voire par jalousie, ou par souci de reconnaissance, dans le film Non Coupable. Ces médecins assassins du grand écran feront l'objet d'une autre vidéo, dans la playlist Médecine, Art et Société, sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.